Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques années de ça doit bien faire 2-3 ans maintenant, j'ai eu besoin d'acheter en urgence une paire de CPL en grande surface. Ça arrive parfois, on a besoin d'acheter un truc, on est dans une grande surface, et on n'a pas le temps d'aller dans une boutique spécialisée. Il me fallait une paire de CPL, je suis allé au rayon informatique et j'ai trouvé des CPL de la marque Strong. Je connaissais pas du tout cette marque, c'était vraiment pas cher en plus, donc je me suis laissé tenter. Et ils ont toujours très bien marché, ces CPL. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en sers plus, puisque Orange m'a offert des CPL quand je me suis abonné chez eux. Ils m'ont littéralement filé toute une caisse, hein. J'en ai eu 5, je crois. Je savais plus quoi en foutre, à mon avis. Et franchement, autant utiliser le matériel de chez Orange. Comme ça, je suis sûr d'avoir la meilleure compatibilité possible. Mais le fait est que c'est une marque qui m'avait très agréablement surpris, en termes de rapport qualité-prix. Alors forcément, quand ils me proposent de tester leur tout dernier boîtier TV, sous Android TV, donc quelque chose qui permettra à votre téléviseur classique de devenir une Smart TV, eh ben ma foi, j'ai dit oui. Et on va voir si ce boîtier TV va être capable de me surprendre autant agréablement que c'était le cas avec les CPL. C'est parti pour le test. Et c'est parti donc pour le déboîtage dans les règles de ce Strong Leap S1, qui est un boîtier Android TV capable de monter jusqu'à des résolutions de 4K en Ultra HD, ce qui l'amène en concurrence directe avec la Xiaomi Mi Box S. Alors évidemment, on retrouve les habituels Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, tous les services en ligne, et bien sûr, la commande vocale Hey Google. J'espère que tous mes téléphones autour de moi ne vont pas s'activer en ayant entendu ça. Ça a l'air d'aller. Bref, un boîtier qui a l'air très complet et dans la lignée de ce que fait la concurrence, à un prix très contenu. Donc ça fait toujours plaisir. Chose étonnante par contre, c'est cette maquette qui montre un objet noir sur fond noir, mais sans aucun détourage. Du coup, on a l'impression que l'objet se perd un peu dans l'obscurité, là, sur la gauche. Et c'est encore pire derrière, où bien malin celui qui pourrait distinguer le produit, là, sur ce fond sombre. Monsieur le maquettiste, il faut mettre un détourage lumineux autour de votre objet si vous le mettez noir sur fond noir. Ou alors mettez le noir sur fond blanc, comme ça vous n'aurez plus de problème du tout. Et c'est dommage parce que regardez, il y a plein de choses qui sont indiquées, mais on ne sait pas trop vers où ça pointe. Ce qu'il faut retenir de cet emballage à l'arrière ici, c'est qu'il y a multitude de connecteurs sur le boîtier. Mais le mieux, c'est que je vous le montre, le boîtier en lui-même. Ça s'ouvre d'une manière assez classique, comme ça. On a un premier produit qui parle de l'installation en termes de sans fil dans votre réseau. Ici, on a les instructions de sécurité. Le boîtier en lui-même. Une petite cale de carton. C'est bien, il n'y a pas de plastique à part les sachets. La télécommande. Des piles pour la télécommande. L'alimentation qui est très quali, elle est lourde, c'est bon signe, et je pense que ça doit être du... Ah, c'est du 12 volts. Du 12 volts à 1 ampère. Ok, d'accord. Donc voilà, avec une prise ronde, c'est le genre d'adaptateur, vous savez, quand on a testé le cyclotron, je vous disais que vous pouviez en avoir beaucoup, et ben voilà, la preuve, en voilà un de plus. Et il y a aussi un câble HDMI, qui a l'air de qualité tout à fait correcte. Et le reste, ce sont simplement des débris de l'emballage dans lequel était livré le produit, ne vous inquiétez pas, à mon avis, eux, vous ne les aurez pas quand vous achèterez l'objet. Voilà. Voilà, maintenant, on va se focaliser sur le produit en lui-même et sa télécommande, parce qu'il y a des choses à dire sur la télécommande. D'ailleurs, je vais commencer par ça. La télécommande, elle est plus sophistiquée qu'elle en a l'air. De prime abord, ça ressemble un peu à ces télécommandes qu'on a, vous savez, avec les projecteurs chinois, là, avec des petits switches tactiles qui font des petits clics. Mais quand on met les piles, alors j'en ai déjà mis une pour gagner du temps, mais on va mettre la deuxième, hop, on constate qu'il y a un petit voyant rouge qui clignote ici, vous voyez. Donc il y a manifestement une synchro Bluetooth à faire avec l'objet, qui n'est pas branché pour le moment, donc ça ne va pas marcher. Mais je pense que c'est pour les commandes vocales qui fonctionneront avec le petit micro qui est intégré ici. Sinon, la télécommande fonctionne également en infrarouge si on le souhaite, on voit bien la petite fenêtre sur le dessus. Donc une télécommande qui fait 2 en 1 en fait, télécommande toute bête et système de commande vocale par Bluetooth, c'est bien vu. Et le produit en lui-même, alors vous voyez qu'il y a un petit film de protection sur les petits voyants ici à l'avant et le récepteur de la télécommande. Il y avait d'ailleurs un film similaire sur le sommet de la télécommande que j'ai enlevé. Donc le boîtier il est plutôt classique dans sa forme, comme ça, carré avec les coins arrondis. On a un bouton power à poussoir. Moi j'aime bien ces boutons-là parce qu'ils sont bien francs ici à l'arrière. Vous voyez, on voit bien que le bouton peut être enfoncé ou pas. À côté, on a la prise pour l'adaptateur secteur, et ensuite on a du réseau Ethernet, du HDMI,
de l'audio vidéo analogique, donc pour brancher à un téléviseur à l'ancienne, une sortie SPDIF pour brancher un home cinéma à l'ancienne, parce que maintenant c'est plutôt un HDMI, les home cinéma à vrai dire, et on a aussi un prolongateur pour la télécommande qui vous permet par exemple, si ce truc là est dans un placard, d'avoir un fil qui sort du placard avec le récepteur de la télécommande, au cas où votre télécommande ne serait pas en vis-à-vis avec le récepteur ici. Bon, ça me paraît pas forcément hyper utile vu qu'on peut aussi commander ça en Bluetooth. Et en plus de ça, le câble pour brancher la télécommande comme ça en infrarouge n'est pas fourni. Hein, il faudra l'acheter séparément. Voilà. Mais comme ça, vite fait, si je compare avec la Mi Box S, le produit le plus directement concurrentiel, on peut voir déjà que le produit de Xiaomi est plus petit, mais on peut aussi voir qu'il est nettement moins généreux en connectique. Hein. Ici, on avait juste du HDMI, une prise USB, le truc audio, c'est du analogique et la prise pour l'adaptateur secteur, et puis c'est tout. Ici, on a 2 USB sur le côté, donc un de plus que chez Xiaomi, et on a même une fente pour mettre les cartes mémoire. Je commence à comprendre pourquoi le maquettiste avait du mal à filmer son truc. Vous savez quoi? Hop, on va mettre un petit peu plus de lumière. Voilà, on voit bien la connectique ici. Hop, et sur les côtés, il y en avait tellement en fait qu'ils n'ont pas pu tout mettre. Ouais, c'est un produit qui a l'avantage d'être très riche en connectique. Ça, c'est un plus certain. La première fois que vous brancherez donc votre boîtier à votre téléviseur, il faudra faire un appairage Bluetooth de la télécommande. C'est bien ce que je pensais. Hein. En plus de l'infrarouge, on a cet appairage à faire. Alors c'est marqué en anglais, mais le truc est assez explicite. Hein. On reste appuyé sur les 2 boutons qui clignotent en vert. Voilà, là je vois la LED qui clignote, je relâche. Et voilà, c'est tout. Après j'imagine que voilà, on va choisir sa langue maintenant. Ça aurait peut-être été mieux qu'on puisse la choisir avant. Comme ça, les instructions auraient été directement en français, mais bon. Ça n'était peut-être pas techniquement faisable, je ne sais pas. Écoutez, je vais faire la configuration du reste hors ligne. Et puis ensuite, on regardera comment fonctionne le boîtier en lui-même. C'est parti. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur l'interface de base de ce produit. Hein, c'est Android TV. Tout à fait ordinaire. Il n'y a pas de bloatware de chez Strong de préinstallé, c'est très bien. Et tout ce que vous voyez en fait de déjà installé dans les applications, ce sont des choses que moi j'avais déjà téléchargées de mon côté. Alors Disney+, il est préinstallé, mais je pense que ça intéressera pas mal de gens. J'ai ce truc-là qui s'est installé, mais manifestement ça c'est Google qui le préinstalle, ça n'est pas Strong. Je sais pas ce que c'est, apparemment c'est du cloud gaming, c'est une plateforme de cloud gaming, bon, pas très intéressant. On va essayer de faire tourner New and Tasty pour voir un petit peu les performances de ce boîtier. Mais évidemment, vous, quand vous allez utiliser ce genre de boîtier, ça va surtout être pour des services comme Netflix, Prime Video, etc., que vous pourrez visualiser dans une glorieuse 4K puisque l'appareil est compatible et qu'il est bien sûr agréé Google et donc aussi Netflix, bien entendu. Voilà, donc maintenant, je vais lancer un jeu, mais c'est vraiment histoire de dire on va regarder les performances. Mais je le rappelle, hein, ça n'est pas le but premier de ce genre d'appareil. Là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer de streaming Netflix, hein, parce qu'il y aurait des problèmes de copyright derrière. J'ai essayé hors caméra et ça fonctionne, bien entendu, parfaitement bien. Il faudra faire attention quand même à votre réseau. En Wi-Fi, le 5G est pris en charge, en plus du 2,4G, donc vous aurez un très bon débit. Et en Ethernet, évidemment, vous pouvez monter jusqu'au gigabit sans souci. Allez, on va regarder un petit jeu. Voilà, donc là on va jouer à Oddworld, hein, et vous voyez que vous pouvez brancher une manette en Bluetooth sans problème. Hein. J'ai mis une manette de chez 8BitDo, moi, là, ici en l'occurrence, et ça fonctionne très bien. Mais le jeu m'a mis la résolution à moins de la moitié. Hein. Ça paraît évident qu'on n'a pas une bête de puce technique là-dedans. Tout simplement parce que, d'abord, ce genre de boîtier télé essaye d'optimiser sa consommation électrique. Donc mettre un gros Poco qui consomme beaucoup, ce serait pas pertinent, surtout par les temps qui courent. Et aussi parce que ça chauffe un gros processeur, et ce genre de boîtier peut être amené à fonctionner pendant des heures d'affilée, contrairement à un téléphone, et donc à chauffer. Donc pour éviter ça, ils ont fait ce choix. Ça m'a l'air quand même plutôt propre, hein, même si évidemment on voit les pixels à cette résolution-là, mais enfin c'est pas dramatique. N'oubliez pas que vous allez jouer sur une télé, donc avec du recul.
essayer d'avancer un tout petit peu dans le niveau pour voir comment ça tourne, mais... Je peux vous montrer rapidement hein, comment sont les réglages de performance. Hein. Le jeu a fait son petit benchmark et voilà ce qu'il propose. On voit que la résolution est quand même réglée assez basse. Mais je le répète, hein, sur un téléviseur, c'est moins gênant que sur un smartphone où vous avez le nez collé à l'écran. On est à 20-25 frames secondes. C'est pas si mal, hein, franchement. Ce sont pas des consoles de jeu après tous ces boîtiers-là. Et regardez, vous faites quand même tourner un jeu qui était quand même de base prévu pour la PS4. Avec des résultats, ma foi, plutôt corrects. Donc c'est vous dire que si vous réussissez à faire tourner un jeu comme ça, qui utilise de la 3D, des effets visuels, de lumière et tout ça, à fond les ballons, bon, évidemment ça marche pas, mais comme ça, vous voyez, avec des graphismes déjà fort corrects, c'est déjà pas mal, eh ben, vous n'aurez aucun problème à décoder de la vidéo en 4K, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en termes de perf, le boîtier fait largement le pâté. Et vous pourrez même vous faire une petite partie de temps en temps, si vous n'êtes pas trop exigeant sur les graphismes. Alors bien sûr, on peut faire un essai de lecture vidéo en se mettant sur YouTube. Hein. Ça, au moins, je n'aurai pas de problème de copyright si c'est mes vidéos à moi. Donc, voilà ce que ça donne. C'est très propre, je trouve. Hein. C'est fluide. On a les 60 FPS. Il n'y a rien à dire. Évidemment, hein, si vous pouvez jouer à Oddworld, c'est pas du décodage, même 4K, qui va faire peur à ce boîtier. Donc à l'arrivée, on a un boîtier qui est performant et qui en plus... Allez, je vais faire pause parce que sinon on va entendre ma voix 2 fois. On a un boîtier qui est performant et qui en plus est bourré de prises qu'on n'avait pas sur les boîtiers de chez Xiaomi. Donc ouais, si vous voulez faire une première acquisition en termes de boîtier TV Android... je pense que c'est un meilleur choix, sincèrement, que celui de chez Xiaomi, ne serait-ce que pour le nombre de prises supérieurs. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Bon, ce produit ne révolutionnera pas la box TV Android, hein, voilà, il balance de la 4K, mais les dernières box en date de chez Xiaomi le font depuis 2 ans maintenant, je crois. Donc rien de folichon avec cette box. Mais j'ai envie de dire que c'est justement ça que j'apprécie sur cette box, c'est qu'ils n'ont pas essayé de réinventer la roue et de faire des trucs qui risquaient d'aller trop loin et d'être pénibles. Ils sont restés sur ce que doit être un boîtier TV Android, c'est-à-dire un boîtier TV Android. Il n'y a pas de bloatware préinstallé, alors que Xiaomi ils ont tendance à en mettre. Il n'y a pas de fioritures. C'est un boîtier Android TV qui se met à jour en même temps que n'importe quel autre boîtier Android TV. D'ailleurs, j'ai eu une mise à jour du firmware pendant que je faisais le test, donc ça c'est vraiment très très cool. Niveau sécurité, on est bon. Et les performances sont suffisantes même pour faire tourner des jeux en 3D avec une résolution amplement suffisante pour un téléviseur. Donc à rigueur, un gamin qui a envie d'avoir quelques jeux vidéo sur sa télé dans sa chambre, si vous n'avez pas envie de lui acheter la dernière console à 500 balles, un boîtier comme ça peut très bien faire l'affaire. Vous mettez une manette en Bluetooth et le tour est joué. Et en plus de ça, et ça c'est une force par rapport aux produits de chez Xiaomi également, on a une masse de connecteurs impressionnante. Si vous avez une barre de son ou un système cinéma avec une sortie optique, c'est compatible. Si vous voulez vous brancher en LAN Ethernet en plus du Wi-Fi, c'est possible sans adaptateur, alors que chez Xiaomi, non. Vous avez 2 prises USB, chez Xiaomi, il n'y en a qu'une. Vous avez une carte micro SD ici, insérable, ce qui signifie que vous pouvez littéralement prendre la carte micro SD de votre téléphone, la mettre dans la boîtier et balancer sur votre écran géant du salon en 4K les photos que vous avez prises avec votre smartphone. C'est un produit hyper polyvalent, parce que c'est un boîtier Android TV. Voilà, il n'est pas révolutionnaire, mais c'est ce qui fait sa force, justement. Il est capable de faire tout ce qu'un bon boîtier TV Android fait, parce que c'est exactement ce qu'il est. Un bon boîtier Android TV. Et bien voilà, c'était le test de ce petit boîtier Android TV de chez Strong. Et la marque a continué à me surprendre agréablement. Donc j'espère qu'à l'avenir, ils m'enverront peut-être d'autres de leurs objets pour qu'on puisse continuer à voir si c'est une marque un petit peu dans la lignée, j'ai envie de dire, des Ugreen et autres OK, c'est-à-dire des marques qui sortent un petit peu de nulle part comme ça, mais qui nous surprennent toujours incroyablement par leur très bon rapport qualité-prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!